Alors maintenant, on est des pros sur tout ce qui a rapport avec les rendements, les taux d'intérêt, le marché obligataire, etc. Alors, il est temps de parler de la courbe de rendement. Okay. Alors, la courbe de rendement, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une catégorie d'actifs de la même famille. Donc, par exemple, le classique, c'est les obligations fédérales. Okay? Et donc, on va prendre les obligations fédérales et on va prendre des maturités différentes. Donc, les obligations de court terme, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, ainsi de suite. Donc, tout ce qui a rapport avec le marché monétaire, moyen terme, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, et long terme, 10 ans, etc. OK? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les rendements sur un axe ici, les rendements sur un axe, et la maturité de l'autre, donc la longueur de la maturité de l'autre. Maturité ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, ici, c'est court terme. Donc, ça, c'est le marché monétaire. Les actifs de court terme, donc 3 mois, 6 mois, 1 an, donc c'est le marché monétaire, ils ont généralement des taux bas. Okay? Donc, généralement, là, plus bas que la moyenne des autres marchés. Et le moyen terme, c'est comme entre les deux, on va dire. Et le long terme, c'est ici. Donc, les obligations, par exemple, à 10 ans. Ce serait le classique. Donc, généralement, les obligations à 10 ans ont un rendement un peu supérieur aux obligations au rendement à court terme. Donc, c'est une affaire là, un peu par en haut. Okay? Des fois, c'est très par en haut. Des fois, c'est plus plat, ainsi de suite. On va parler de ça. Mais c'est ça la courbe de rendement. Donc, c'est les taux de court terme, les taux de long terme à l'intérieur d'un même graphique. Et une mesure qu'on prend souvent, c'est la différence entre les taux de long terme et les taux de court terme. Donc, on prend les rendements de long terme moins les rendements de court terme. Donc, par exemple, le rendement sur l'obligation à 10 ans qui est ici. Okay? Donc, c'est un chiffre, là, mettons 2. Et le rendement sur le marché monétaire, mettons 1. Donc là, ça serait 2 moins 1 égale 1. Donc, c'est positif. C'est positif. Okay? Et généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire que généralement, cette différence-là, elle est positive. C'est plus grand que 0. Donc, les rendements à long terme sont supérieurs aux rendements de court terme. Okay? Ensuite, très souvent, les rendements en général bougent ensemble. Donc, lorsque les taux de court terme augmentent, les taux de long terme augmentent aussi. Ce n'est pas toujours parfait, n'est-ce pas? Donc, des fois, par exemple, vous allez avoir quelque chose comme ceci. Donc là, mettons qu'on commence comme ça. Okay? On commence comme ceci. Là. Et il arrive quelque chose et ça fait quelque chose comme ça. Okay? Donc, par exemple, donc la courbe de rendement devient, non seulement elle se déplace vers le haut, mais elle devient plus verticale. Donc, ça peut être comme ça. Des fois, ça bouge parallèlement, donc vers le haut, ainsi de suite. Mais généralement, les taux d'intérêt bougent ensemble. C'est-à-dire que lorsque les taux de court terme augmentent, généralement, mais pas toujours, les taux de court terme, les taux de long terme augmentent aussi et ainsi de suite. Okay? Donc, ils bougent ensemble dans la même direction. Et une autre caractéristique de la courbe de rendement, c'est que lorsque les taux courts sont très, très bas, donc beaucoup par là-bas, exceptionnellement bas, on va dire, donc la courbe de rendement a tendance à être par en haut, donc positive. Et lorsque les taux de court terme sont exceptionnellement élevés, donc plus élevés là, que la moyenne là, historique, de beaucoup, alors la courbe de rendement a tendance à être par en bas. Okay? Donc, ce sont des caractéristiques de la courbe de rendement. Maintenant, comment on fait pour expliquer ces caractéristiques-là? On a 3 théories, si on veut, pour expliquer le comportement de la courbe de rendement. La première et la plus simple, c'est la théorie des anticipations sur les taux d'intérêt ou la structure à terme des taux d'intérêt. Selon cette théorie-là, les actifs de court terme et de long terme sont parfaitement équivalents. Alors, j'explique. Ça veut dire que placer mes fonds, donc mon épargne, pour 2 fois 1 an, donc j'achète une obligation à 1 an, j'attends 1 an, j'achète une autre obligation à 1 an pour une autre année, ça fait 2 ans, n'est-ce pas? Cette option-là devrait être la même en rendement anticipé que placer mes fonds une fois tout de suite pour 2 ans, donc acheter une obligation à 2 ans. Autrement dit, selon cette théorie-là, le taux d'intérêt à 2 ans, je vais mettre 2T pour 2 ans, okay, pour 2 périodes, devrait être la moyenne des taux courts futurs anticipés. Donc là, ça a l'air beaucoup, là. Donc la moyenne
des taux de court terme futurs anticipés, vous pouvez penser à la Banque centrale, les taux de la Banque centrale, les taux du marché monétaire. Donc, les taux de long terme devraient être, selon cette théorie-là, la moyenne des taux courts futurs anticipés. Donc, pourquoi je dis anticipé? Bien, le IT, on le connaît, on est dedans, on est en train on peut observer le taux d'intérêt de court terme en ce moment, celui-là, mais les autres taux, IT plus 1, IT plus 2, IT plus 3, c'est le taux du marché monétaire qu'il y aura dans le futur. Donc, dans 6 mois, 1 an, peu importe. Okay? Et l'autre année d'après, et l'autre année d'après. Et donc, c'est pour ça qu'on dit anticipé. Or, selon cette théorie-là, si les taux futurs, mettons, lui, augmentent, donc on pense que la Banque centrale va augmenter son taux d'intérêt l'année prochaine, ça devrait gonfler les taux à long terme maintenant. Donc, si on étire cette logique-là à n périodes, INT, okay, INT, bien, on devrait avoir IT plus IT plus 1 plus donc il y en a plusieurs, là, divisé par n, n'est-ce pas? Et donc, si les taux courts futurs augmentent, les taux longs maintenant, les taux d'intérêt de long terme maintenant devraient augmenter. Par exemple, les obligations fédérales à 10 ans devraient augmenter. Et donc, ça, c'est intéressant. Ça nous dit que les taux courts et les taux longs bougent ensemble. Donc, ça, OK, ça marche. Par contre, cette formule-là ne nous dit pas pourquoi, en général, les taux longs sont supérieurs aux taux courts, n'est-ce pas? Ça ne nous dit pas pourquoi la pente est par en haut. Ça ne nous dit pas non plus pourquoi, lorsque les taux courts sont très, très bas, elle a tendance à être par en haut. Lorsque les taux courts sont très, très élevés, elle a tendance à être par en bas. Ça ne nous explique pas ça. Donc, il y a une autre catégorie, si on veut, de modèle, qui est le modèle des marchés préférés ou segmentés. Ce n'est pas tout à fait la même théorie, mais finalement, ça revient au même. C'est que, alors ça va comme ceci, la logique de celui-là. Okay, donc, encore une fois, on a la maturité ici. Et le rendement ici. Alors, cette logique-là nous dit ceci. Le court terme est préféré. Tous les actifs de court terme sont préférés aux actifs de long terme. Donc, ça, c'est court terme, long terme. Alors, puisqu'ils sont donc préférés, donc les actifs de court terme sont préférés, donc les gens les aiment plus. OK? Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que la demande est plus élevée, n'est-ce pas? La demande est plus élevée. Donc, les prix sont plus élevés dans ce segment-là du marché. Donc, les rendements sont plus faibles, n'est-ce pas? Les prix et les rendements vont en sens opposé. Et ici, ils sont moins préférés. Donc, la demande est plus faible. Les prix sont plus faibles. Les rendements sont plus élevés. Donc, ça expliquerait pourquoi elle est par en haut, n'est-ce pas? Mais ça n'explique pas les autres caractéristiques. Donc, ce qu'on a qui nous reste, c'est qu'on met tout ça ensemble. Puis on obtient le cadre classique, qui est le cadre keynésien, disons classique, de la préférence pour la liquidité. Dans ce cadre-là, les taux longs, sont effectivement une moyenne des taux courts futurs anticipés, donc IT plus 1 plus ainsi de suite, divisé par n. Donc ça va, c'est comme on connaît déjà ça. Et on connaît déjà ça. Plus une prime qu'on appelle la prime de liquidité qui est proportionnelle au N. Donc, la prime de liquidité, pourquoi elle est là? Bien, parce que le long terme est effectivement plus risqué que le court terme à cause du risque de taux d'intérêt qui est plus grand pour les actifs de long terme. Et donc, puisque N, quand le N est plus grand, bien, le L est plus grand et donc les taux d'intérêt de long terme sont plus grands. Donc, les rendements sur 10 ans, 20 ans, sur obligations, là, à 10 ans, 20 ans, vont être plus élevés que les rendements sur obligations à 1 an, par exemple. Okay. Donc, selon cette théorie-là, et dans cette théorie-là, on a aussi des agents spéculateurs. Donc, les agents spéculateurs, c'est qu'ils disent, OK, les taux d'intérêt en ce moment sont exceptionnellement bas, le court terme. Là. Donc, disons qu'on est comme ça. Là. Okay. On a maturité ici. Okay. On a les rendements ici. Et les taux de court terme sont très, très bas, les rendements de court terme. Court terme ici, long terme là-bas. Donc, ils anticipent des hausses de... donc, autrement dit, ils spéculent. Puisque les taux sont bas, les prix sont élevés. Puisque les prix sont élevés, exceptionnellement élevés, ils spéculent sur des baisses de prix. Donc, ils spéculent sur des hausses de taux, n'est-ce pas?
Lorsque les taux longs sont supérieurs aux taux courts, donc les taux longs anticipés, les taux court terme futurs anticipés, pardon, sont supérieurs aux taux courts, ça augmente les taux d'intérêt. On va faire un petit exemple à l'instant pour ça. Et la même logique dans l'autre sens. OK? Maintenant, pour expliquer, donc si on oublie pour le moment la prime de liquidité, OK? Alors, comment on interprète ça? Bien, supposons qu'on a un taux d'intérêt en ce moment de, je ne sais pas moi, IT égale 5. Okay? IT égale 5. Non, tiens, on va prendre un taux bas. IT égale 1. Et on anticipe IT plus 1 égale 5. IT plus 2 égale 5. IT plus 3 égale 5. OK? Alors, quel sera le rendement sur l'obligation à 4 ans? Bien, c'est la moyenne de tout ça. Donc, 1 plus 5 plus 5 plus 5 divisé par 4. Donc, 16 divisé par 4 égale 4. Donc, on aurait le taux court terme ici. Donc, ça, c'est le rendement. Ça, c'est la maturité ici. OK. Maturité. Donc, ici, on aurait 1 an. Donc, le taux 1 an ici. OK. Bien, il serait donc à 1 %. Donc, 1 ici. Donc, ça serait 1 an. OK. Oups. 1 an ici. OK. Et à 4 ans, ici, donc le I4T, à 4 ans, on aurait 4. Et donc, par exemple, 4 ans ici. Là, bon, ça n'a pas vraiment d'importance. OK. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la courbe de rendement serait bel et bien en pente positive, n'est-ce pas? Pente positive. Donc, lorsque la courbe de rendement est à pente positive, on anticipe des hausses de taux courts futurs. Dans quelle conjoncture est-ce que les taux courts futurs, on pense qu'ils vont augmenter? Réfléchissons à ça. Donc, si les taux courts futurs vont augmenter, ça veut dire que la Banque centrale va resserrer sa politique monétaire, n'est-ce pas? Pourquoi une banque centrale resserre sa politique monétaire? Parce que l'économie roule plein régime. Ça va bien. Le chômage baisse, il est super bas. Et donc, donc lorsqu'une courbe de rendement est à pente positive, c'est généralement signe de bonne conjoncture à venir. Donc, on anticipe que les choses vont s'améliorer, si on veut. Et de la même façon, si les taux courts futurs, on anticipe qu'ils vont baisser. Donc, supposons par exemple qu'on a IT égale 5, par exemple, et on va y aller extrême, IT plus 1 égale 1, IT plus 2 égale 1, IT plus 3 égale 1. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le taux 4 ans? On a 5 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, 5 plus 1 plus 1 plus 1. Ça fait 8. Divisé par 4, ça fait 2. Quelle serait la courbe de rendement à ce moment-là? Donc, on aurait notre rendement ici, notre maturité là. On aurait, à court terme, on aurait 5 de rendement, n'est-ce pas? 5 ici. Donc, pour 1 an. Et à 4 ans, on aurait 2. Donc, 4 ans, mettons. On aurait 2 ici. Donc, je vais le mettre quelque part ici. OK? Et donc, on aurait une courbe de rendement à pente négative. Lorsque la pente de rendement est négative, donc les taux longs sont inférieurs aux taux courts, on anticipe des baisses de taux courts futurs. Donc, on anticipe que la Banque centrale va baisser ses taux dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire généralement, ça? Ça veut dire qu'on anticipe qu'il va y avoir une récession ou un ralentissement économique important et que la Banque centrale va sentir le besoin de relancer l'activité économique avec des baisses de taux d'intérêt. Okay? C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc ça couvre la courbe de rendement. Et donc, évidemment, on comprend pourquoi la courbe de rendement est utilisée en conjoncture économique, là, en analyse de conjoncture économique, lorsque la courbe de rendement s'inverse, c'est-à-dire que les rendements de long terme deviennent inférieurs aux rendements de court terme. Okay? Donc, les rendements long terme deviennent inférieurs au rendement court terme. Donc, la différence est négative, c'est ce que ça veut dire. Donc, souvent, après ça, donc 12 à 24 mois après, très souvent, il y a une récession. Donc là, on s'en sert comme indicateur avancé. Ça veut dire que les marchés en général anticipent un ralentissement important à venir. Okay? Et lorsque la courbe de rendement devient plus verticale, c'est signe qu'on pense que ça va bien aller
à partir de maintenant. OK, donc, voilà. Alors, ça, c'est la